Merci d'avoir répondu à cette invitation du groupe de presse Le Potentiel et la nouvelle société civile du Congo afin d'aborder cette épineuse question des 6,9 millions de morts qui auraient été commis ici en République démocratique du Congo. J'utilise les conditionnels afin de susciter le débat, parce que pour les uns, il y aurait eu plutôt 2,7 millions de morts, pour d'autres encore, il y aurait eu 5,9 millions de morts, et pour d'autres enfin, il y aurait eu 6,9 millions de morts. Aussi, pour introduire cette matinée, je passe la parole à M. Freddy Moulumba Kabouayi, l'administrateur directeur général du groupe de presse Le Potentiel, afin de dire son mot de bienvenue et les raisons pour lesquelles le groupe de presse Le Potentiel ainsi que la nouvelle société civile ont décidé d'organiser cette matinée. Depuis que le capitalisme est né dans le monde occidental, il y a des répercussions sur l'Afrique noire en général. Il y a eu d'abord la révolution commerciale, vers 1400 ans du capitalisme, et on a connu ici ce qu'on appelle la traite négrière et l'esclavage. On a eu 300 000 déportés. Aujourd'hui, s'il y a des Noirs américains ou bien des Noirs qui sont en Amérique du Sud, ils viennent de l'Afrique. On a pris les plus intelligents, les plus costauds, et l'Afrique a été dépeuplée. Il y a eu une deuxième révolution, la révolution industrielle, avec l'invention de la machine à vapeur et autres. On a abandonné la force humaine, donc on a abandonné ce commerce parce qu'il y a eu de nouvelles techniques. On a fait la colonisation. Les capitalistes occidentaux sont arrivés, les Européens sont arrivés ici, se sont imposés sur nos parents. On a coupé l'Afrique en morceaux. Mais ailleurs, il n'y a pas eu un grand génocide. Il y a eu des tueries. Mais c'est au Congo qu'on compte plus de 10 millions de morts. Les caoutchoucs rouges, donc il y avait une demande excédentaire sur le plan automobile. On avait besoin de pneus. Or, pour faire les pneus, il faut avoir des caoutchoucs. Les caoutchoucs se trouvaient où? C'était au Congo. On a tué sérieusement des gens. Et qui a découvert? Ce n'est pas encore des Congolais. Il y a d'abord un Britannique, M. Kazama, qui était un consul, qui a fait l'enquête sur ces génocides. Il a publié, et au niveau de Grande-Bretagne, il y a eu une forte campagne, mais curieusement, le consul Kazama a été pendu. On l'a accusé d'être un nationaliste ou bien extrémiste irlandais. Mais comme en Occident, il y a toujours des gens qui sont éclairés, il y a un certain Morel, un journaliste, seul contre tous. Il est parvenu à faire tomber Sa Majesté le roi Léopold II. Aujourd'hui, vous voyez, ceux qui parlent de coltan du sang, ce ne sont pas les Congolais, ce sont les autres. Il y a des jeunes Belges, j'ai suivi, il y a tout un reportage sur le coltan du sang. On démontre comment est-ce qu'on tue les gens pour le coltan qui sert à l'utiliser, donc à la fabrication de téléphones et d'autres matériels électroniques. On parle aujourd'hui de 6 900 000 morts. Ça, c'est le chiffre de Rabin. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme dans les années 1908, les Congolais n'ont pas parlé. Aujourd'hui, on se rend compte que les Congolais ne parlent pas. Il y a un silence complice. Ça, je pense qu'on aura à faire le débat. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans la salle, qui sont mieux informés peut-être que nous, qui pourront apporter leur contribution. Mais curieusement, c'est le même mécanisme qui se passe. Au lieu d'établir ou bien de mettre en place un tribunal pour condamner ces multinationales anglo-saxonnes en particulier, qui pillent notre pays, qui sont à la base du génocide, qu'est-ce qui se passe? On met en place la CPGL pour camoufler une fois de plus ces génocides. Donc, au lieu de mettre en place un tribunal, qu'est-ce qu'on fait? On va encore diluer. On a dit non. Cette fois-ci, on a été à l'école des Blancs.
On a étudié comme eux. On ne peut pas accepter que les autres parlent à notre place et que ça continue. Parce que s'il y a eu ces massacres, ces génocides actuels des Congolais de 6 900 000 morts, c'est parce qu'on n'a pas su ce qui s'est passé avec les caoutchoucs rouges. Nous devons en parler aujourd'hui. C'est notre avenir, c'est l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du Congo. Donc, en tant que Congolais, on a les devoirs d'en débattre. Nous ne sommes pas des politiciens, on ne cherche pas de postes politiques. Nous voulons que l'histoire du Congo soit bien connue pour que l'histoire ne se répète pas. On peut retenir qu'il y ait un mort pour que les gens puissent exercer leurs affaires et qu'on en parle, ce n'est pas un péché. Alors aujourd'hui, le programme se présente comme suit. Nous allons commencer par M. Emmanuel Kabongo. Il est philosophe. Lui, il va nous entretenir autour de la question des génocides et massacres en République démocratique du Congo. Et vous conviendrez qu'il va évoquer certainement la question des caoutchoucs rouges et des coltans du sang. Puis viendra l'intervention de M. Oswald Bafouye Mbaka. Il est chercheur en droit international pénal. Lui, il va, en quelques minutes, nous entretenir autour de la question de la répression des crimes internationaux commis en RD Congo. Puis viendra le tour de M. Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile du Congo, qui a initié une pétition. Et son thème, ce sera la pétition et les 6,9 millions de morts, lutte contre l'impunité. Et enfin, ce sera le professeur Philippe Biyoya. Lui, il va nous entretenir sur les conditions pour constituer un tribunal international. Qu'avant que nous n'entrions dans ce débat, dans ces échanges qui seront sans doute chauds et chaleureux, et peut-être même froids, très froids, que nous puissions, Monsieur Freddy, avec votre autorisation, observer un moment de silence. Parce que nous parlons de 183 000 morts, de 5 400 000 morts, de 6 900 000 morts, de 10 morts, de 250 000 morts. Et il est à craindre que lors des échanges, nous perdions de vue que nous parlons de nos compatriotes morts. Là où ils sont, qu'ils soient 183 000 ou 189 000, ou 6 millions, 2 millions, 1 million, chacun de nous peut se représenter la profondeur d'un tel océan, d'autant de morts gisants. Ils sont morts, donc ils sont sous terre ou sous eau. C'est tellement dramatique. Sur ce, je passe la parole sans plus tarder à Emmanuel Kabongo. Quand il m'a été demandé d'intervenir du haut de cette tribune pour parler de meurtres, holocaustes et génocides qui jalonnent l'histoire du Congo depuis plus ou moins 6 siècles, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous devons chaque fois revenir devant notre peuple pour lui rappeler, pour lui parler de meurtres et de génocides. Et je pense que la raison fondamentale n'est pas tant celle de faire une sorte d'exhibition du sang ou d'exhibition des cadavres, mais c'est de rappeler à notre peuple que les génocides, le meurtre, les tueries dans une société jouent des fonctions, ont des rôles symboliques qui font qu'une société peut mourir suite au massacre et génocide en amenant un peuple à une léthargie, comme on l'a vu au Congo. Mais il y a aussi des peuples qui intériorisent le meurtre et le génocide pour en faire une imaginaire des combats, comme on a vu en Israël. Donc, je voudrais ici, non pas m'appesantir sur le meurtre et le génocide, parce que Freddy Mulumba en a déjà donné le cadre, n'est-ce pas, historique. Je vais y revenir en quelques minutes, mais je m'appesantirai plutôt sur la fonction symbolique de meurtre, de génocide dans une société.
Et j'ai déjà annoncé ces fonctions, c'est-à-dire il y a la fonction d'impuissantisation d'une société. Une société qui subit sans préavis de meurtre et de génocide finit par entrer dans une déchéance. Le peuple finit par intérioriser des réflexes de peur et la société devient incapable d'amorcer des initiatives pour se sortir d'elle-même, pour avancer, pour se développer. Et je crois que fondamentalement, c'est le cas du Congo. Donc il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le meurtre et le génocide dans une société peuvent jouer aussi le rôle de rendre la société plus vigilante, plus initiatrice et plus compétente. Donc je vais m'étaler pour quelques minutes sur, n'est-ce pas, les génocides, les meurtres interminables qui ont jalonné l'histoire de notre pays depuis la traite négrière, c'est-à-dire au partir du XIVe siècle, jusqu'à ces jours. Alors, il faut rappeler qu'au XIVe siècle, au XVe siècle, plus exactement en 1491, que les Portugais accostent, n'est-ce pas, au bord du fleuve Congo, dans la province de Bas-Congo, et ils s'y installent. Et ils commencent à dire aux gens que nous sommes venus en amis, nous allons travailler ensemble. Curieusement, en 1500, quand on découvre le Brésil, l'attitude des Portugais change, ils deviennent esclavagistes. Ils commencent à poursuivre les Noirs, les Nègres partout, à les attraper, à les envoyer, n'est-ce pas, pour travailler dans les plantations au Brésil. À tel point que, 25 ans après, le roi Nziga écrit au roi du Portugal, le roi Jean III, pour lui dire « mais je ne comprends pas. Vos gens qui étaient venus ici comme des prêtres, qui étaient venus ici comme des commerçants, sont en train de détruire, n'est-ce pas, mon royaume Congo, et mon peuple diminue, fuit, et je n'ai plus la population. » Et la réponse du roi Jean III du Portugal est on peut appeler ça comme une réponse d'anthologie. Le roi lui dit que ton royaume est tellement grand que même les gens qui sont pris et envoyés au Brésil ne semblent même pas le dépeupler. Donc, je n'arrêterai pas, n'est-ce pas, cet holocauste. Le roi s'est basé sur lui pour défendre cette position sur base d'une bulle, c'est-à-dire d'un décret qui a été publié par le pape Nicolas V, n'est-ce pas, qui autorisait, qui disait que voilà, tous les rois peuvent aller en Afrique, assujettir les Africains, prendre leurs biens, prendre leurs terres, parce que ce sont des impies, ce sont des païens, n'est-ce pas? Cette bulle est connue de tout le monde. Et ce génocide, ce meurtre a duré pendant 4 siècles. Donc du 15e, 16e, 17e jusqu'au 18e siècle. Ce qui m'intéresse ici, c'est le bilan qui en a été fait par les historiens qui disent que le bassin du Congo, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore cette République du Congo qui n'était pas encore créée, on parlait du bassin du Congo, n'est-ce pas? Le bassin du Congo aurait perdu, pendant la traite négrière, plus ou moins 60 millions de personnes, parce qu'en fait, la traite négrière a coûté à l'Afrique 200 millions de personnes. Ces chiffres sont des chiffres donnés par l'UNESCO. Et aujourd'hui, tous les savants, tous les penseurs, tous les chercheurs expliquent les retards, l'arriération que connaît l'Afrique au niveau du développement sur la base de cette ponction, sur la base de cette déportation de plus ou moins 200 millions de personnes, c'est-à-dire des gens qui étaient en bonne santé, des hommes, des femmes et des enfants qui étaient en bonne santé, qui étaient privés et ainsi l'Afrique était privée de mains, des bras et des yeux pour faire son développement. Et après cette traite négrière, où la marchandise vendue était l'homme, l'Africain, le Congolais, il y a ce qu'on appelle la colonisation, qui elle devient, n'est-ce pas, et plus renforcée dans son mécanisme. La colonisation opère par la subdivision, par la balkanisation de l'Afrique. On découpe l'Afrique en des petits morceaux et comme des braconniers, les Blancs se partagent ces petits morceaux pour dire voilà, nous allons garder chacun son petit morceau pour l'exploiter de façon maximale. Donc il faut considérer la balkanisation de l'Afrique ici comme un processus d'impuissancisation, c'est-à-dire plus un pays est petit, plus un pays est moins peuplé, plus il est apte à être, n'est-ce pas, soumis, asservi et exploité de façon maximale. Et pendant la colonisation, avec Léopold II, nous allons connaître ce que Freddy a dit tout à l'heure,
ce qu'on appelle les caoutchoucs du sang. Et là-dessus, il faut toujours dire qu'il y a une abondante littérature qui a été produite sur les exactions, sur les crimes qui ont été commis en Afrique sous le pouvoir léopoldien, qui n'a duré que plus ou moins 28 ans. Il est parti de 1885 jusqu'en 1908. Et pendant cette période, les historiens établissent que le Congo, la RDC, a perdu la moitié de sa population. Parce que selon le recensement qui a été fait en 1924, le Congo, à ce moment-là, avait plus ou moins 20 millions de personnes. Et on s'est retrouvé, après les exactions de léopoldiennes, le Congo avait perdu 10 millions de personnes. Et ce qui est intéressant ici, c'est de dire que ce qui a été commis au Congo, comme génocide, comme holocauste, comme massacre, avait un caractère d'une violence inouïe, rare. Aucun pays africain n'a connu une telle violence. Et c'est peut-être la caractéristique de toute la violence qui va jalonner la vie dans l'État esclavagiste congolais. On tue quelqu'un, on lui coupe les mains, on coupe sa langue pour rendre les crimes crapuleux, pour que ceux qui le regardent, ceux qui voient ça, puissent entrer dans une sorte de léthargie. C'est le même processus, la même procédure qui sera vue dans ce que Freddy a appelé le coltan du sang. Quand le Congo est envahi dans les années 98, les gens sont tués. Monseigneur Mouzoura, par exemple, est tué, on lui coupe la main, on coupe la tête, on jette dans la rue. C'est pour créer un effet, n'est-ce pas, anesthésiant auprès de la population. Et quand dans une société, on peut tuer les gens, parce que la guerre fait partie de la vie d'une société, mais est-ce qu'on peut faire la guerre qu'avec les femmes violées, les enfants, n'est-ce pas, sodomisés, les hommes crapuleusement assassinés? Non, ça prend une autre forme, c'est-à-dire on voudrait créer dans la société une léthargie, une paralysie. Et je crois que la société congolaise aujourd'hui, dans toutes ces structurations, toute cette peur, tous ces réflexes dont nous faisons montre, démontrent que les 6 siècles de la violence que nous connaissons depuis la traite négrière, depuis la colonisation, avec la violence de ce qu'on appelle la guerre des coltans, ont pour effet, fondamentalement, d'amener le peuple congolais dans une sorte de déstructuration, dans ce qu'on appelle la violence symbolique, c'est-à-dire la personne congolaise a été atteinte dans sa personnalité en tant qu'être humain. La personne congolaise, on a l'impression qu'elle a été totalement déstructurée, et cette déstructuration se donne à voir à 2 niveaux. Le premier niveau est que le Congo est aujourd'hui un des rares pays où une population de plus de 70 millions est incapable de s'organiser. Parce que quand une population, un peuple est déstructuré dans son identité, il est incapable d'identifier ses problèmes et d'avoir une vision pour l'avenir. Et cette absence de vision pour l'avenir se donne à voir sur son incapacité à mettre en place des organisations. C'est-à-dire de se mettre ensemble, de mettre ensemble des moyens financiers, de mettre ensemble des moyens politiques, de mettre ensemble des moyens émotionnels pour changer les cours de leur société. En même temps, la deuxième caractéristique de cette déstructuration due à la violence que nous avons connue est au niveau de l'absence de la solidarité. Tout peuple est caractérisé par une solidarité primitive, c'est-à-dire des gens qui forment un seul peuple, c'est-à-dire ils ont une même identité, ils ont un même destin, ils ont une même destinée, ils ont les mêmes problèmes, ils vivent dans un même environnement, finissent par avoir entre eux ce qu'on appelle une solidarité primitive, c'est-à-dire les gens qui se rencontrent, même dans la forêt, se disent « Ah, Congolais, Congolais, bonjour, bonjour ». Et quand vous remarquez dans notre société le vécu au quotidien, la phénoménologie du vécu quotidien du Congolais est caractérisée justement par l'absence d'une solidarité qui montre qu'effectivement, on n'est pas un peuple. Nous sommes comme une population dans un grand marché où chacun amène ses propres intérêts d'achat de maquis, d'achat de
je ne sais pas moi, d'Impiodi. Et cette déstructuration fait qu'aujourd'hui, face à des grands enjeux, les Congolais ne sont pas capables de s'entendre sur quoi que ce soit, ni de mettre quoi que ce soit en marche, une capacité organisationnelle pouvant les aider à aller de l'avant. Ce que j'avance n'est pas, n'est-ce pas, des hypothèses en l'air. On a vu la même situation dans un pays comme Haïti. Haïti connaît la situation des déchéances, des dégénérescences aujourd'hui, parce que l'Haïti, comme le Congo, a été soumis pendant de longues années, pendant de longues périodes, à des violences crapuleuses, à des violences d'une rare, n'est-ce pas, criminalité, qui ont fait que les gens et la population et les élites sont entrés dans une léthargie qui fait que, aussi bien en Haïti qu'en RDC, vivant sur des mines d'or, des mines d'argent, nous sommes la population la plus pauvre parce que notre population n'est pas capable d'avoir une initiative. Et l'initiative dans une société ne peut pas être une initiative individuelle. Elle est toujours une initiative basée sur la solidarité. C'est sur base d'une solidarité agissante qu'un peuple se crée. C'est sur base d'une organisation qu'un peuple a fait avancer sa société. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit à mes amis, le meurtre, on en sait. Les génocides, on en sait. Et j'ai relevé deux choses, des caractéristiques. C'est les caractères violents, crapuleux de la violence que connaît le Congo, une violence plutôt symbolique, parce qu'elle a détruit, elle a déstructuré l'être humain congolais dans ce qu'il a de plus profond. Aujourd'hui, nous sommes un peuple, n'est-ce pas, qui a une vision qui tourne en rond. Nous sommes comme des serpents, nous tournons en rond, et bon, on va finir par, n'est-ce pas, par se mordre. Et je crois que les gens se mordent déjà. Nous tous ici, quelques exemples de cette absence de solidarité. Nos enfants vont à l'école, on les garde, on les chasse juste quand on fait les examens. C'est juste pour donner à l'enfant un caractère violent. On peut chasser un enfant un matin, on lui dit non, tu n'as pas payé les Minerval, pars. Mais on ne les chasse pas, on attend qu'il prenne sa feuille d'examen, on les chasse dans cet état-là. Un médecin qui reçoit un malade, il ne pense pas qu'il est devant un Congolais, c'est-à-dire un compatriote, c'est lui qui a le même sang que lui, c'est lui qui a la même histoire, c'est lui qui a les mêmes ancêtres, il voit toujours l'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, je ne le touche pas. Un taxibus qui veut prendre des gens ne s'arrête pas là où il y a l'arrêt, il va s'arrêter loin pour permettre aux femmes de courir un peu. Donc ça fait partie d'un ensemble de petites choses, mais qui constituent, n'est-ce pas, la preuve matérielle que le Congo est devenu aujourd'hui, non pas un pays avec un peuple, c'est-à-dire quand on parle d'un peuple, c'est un ensemble de personnes qui ont une histoire commune et qui ont des ancêtres communs, qui ont connu les mêmes problèmes et qui se créent une destinée ensemble en mettant en place des structures, en mettant en place la solidarité agissante. Mais chez nous, cette absence, telle que nous la remarquons, cette absence de ces choses aujourd'hui, nous conduit à penser que le Congo est, comme Haïti, comme d'autres pays africains, victime d'une violence qui l'a totalement déstructurée. Alors je voudrais aussi, si vous me le permettez, si vous me donnez 2 minutes, expliquer que la violence, le meurtre, les holocaustes ont servi dans d'autres parties du monde à créer un imaginaire de combat, à mettre en place, à créer une population, un peuple vigilant, comme Israël. Israël n'a d'autres fonds de commerce, comme les Rwandais, n'ont pas d'autres fonds de commerce que les génocides connus sans préavis. Au lieu de s'endormir sur les génocides, ils ont intériorisé ce génocide comme des attaques contre leur intégrité de vie, comme des attaques contre leur milieu, leur environnement, et ils ont créé ce qu'on peut appeler un imaginaire de survie qui leur permet d'être un peuple vigilant, qui leur permet d'être un peuple qui organise leur société, qui leur permet d'être un peuple qui ne laisse pas à autrui. Parce que ça aussi, l'impression est que le Congo a laissé à autrui, c'est-à-dire à l'Occident et à d'autres tribus africaines, moyen-orientales, la gestion de notre propre pays. C'est vrai, quand j'entends dans la rue des gens dire « les Libanais viennent ici, pauvres, tout d'un coup ils ont de l'argent ». Mais les Libanais n'utilisent que les matières sur lesquelles nous sommes assis. Ils n'inventent rien. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'utiliser la même structuration de la solidarité, de mettre en place des banques congolaises, de mettre en place des structurations qui vous permettent
n'est-ce pas, d'utiliser ces richesses qui vous appartiennent. Parce que justement, vous êtes un peuple totalement déstructuré. Parce que quand un peuple est totalement déstructuré, il est revient sur lui-même. C'est-à-dire, il considère que les pays, quand on parle du Congo, il se voit lui-même, il voit sa femme et ses enfants, il expurge de son action ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc, je pense que je suis en train de faire un exposé qui n'est pas très coloré, très académique, mais je voulais aussi dire que nous avons l'occasion que les meurtres connus, les génocides assumés, les violences subies sans préavis puissent nous permettre aujourd'hui, à nous Congolais, de nous dire, nous sommes un peuple, nous avons connu les mêmes souffrances, nous avons eu les mêmes ancêtres, nous devons construire une nouvelle destinée. Et pour la construire, nous devons revenir à ce qu'un peuple a de bon, de meilleur, c'est-à-dire la solidarité primitive agissante. C'est sur la solidarité que nous pouvons aujourd'hui nous mettre ensemble dans les Likelemba, construire des écoles, mettre en place des banques. J'ai toujours dit aux gens, par exemple, que si dans une paroisse, les gens versaient 100 francs par jour pendant une année sur toutes les années de la République, nous aurons suffisamment 2 ou 3 millions de dollars pour mettre en place une banque. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, il n'y a pas une banque de Congolais. Toutes les banques qui sont là-bas, ce sont des banques étrangères, qui sont des banques qui sont venues pour faire l'argent. La preuve est qu'elles ne peuvent pas vous accorder de vrais crédits. Nos femmes souffrent dans la rue, finca, tout ça, elles travaillent comme des esclaves. Parce que nous manquons, nous-mêmes, nous n'avons pas à main les moyens de production pour notre société. Et tant que nous n'aurons pas ces moyens, il ne se créera pas au Congo une classe moyenne. Et tant qu'il n'y aura pas une classe moyenne, il n'y aura pas au Congo un développement ni une révolution. Et pour qu'une classe moyenne se mette en place, il faut que vous redeveniez ce qu'on appelle un peuple, basé sur la solidarité. Il faut que le sang qui a coulé dans ces pays, il faut que le meurtre que nous avons connu, les génocides, dont on vient de parler tout à l'heure, je n'aime pas m'appesantir sur les chiffres, puissent constituer sur nous un ferment sur lequel vous vous réveillez le matin, vous dites « voisin, bonjour, la route est sale, mettons cette route propre, balayons devant nos maisons », parce qu'une population, un peuple, a toujours son environnement comme espace vital. À voir aujourd'hui comment le peuple congolais est en train de salir son milieu de vie, son environnement, en jetant des sachets partout, en pissant partout, on dit il est devenu un peuple incapable, c'est un objet de l'histoire, un ustensile de ménage. Vous n'êtes pas un peuple. Parce que vous n'avez pas su intérioriser les souffrances pour en faire, pour les capitaliser, les mettre comme un ferment qui va vous donner la force. Faites comme Israël. L'Israël est construit sur base de deux, n'est-ce pas, de deux sortes d'imaginaires. L'élection divine, c'est un mythe créé. Les mythes, on les crée. Personne ne va dire aux Juifs que non, vous n'êtes pas un peuple élu. Personne ne les dit. Et même se mobilise pour ça. Israël est basé sur l'Holocauste. Chaque fois que quelqu'un entre dedans pour manipuler les chiffres de l'Holocauste, tous les Juifs du monde entier se mettent debout. C'est pour cela que moi, je ne veux pas m'appesantir sur les chiffres. Les chiffres de 6,9 millions n'ont pas été donnés par les Congolais. C'est New York Times, c'est Rabin avec New York Times qui a donné ces chiffres. Et nous, nous les prenons. Nous en faisons notre mémoire pour créer un imaginaire de vigilance. Et nous nous mobilisons. Et je suis venu à cette conférence pour dire que j'accepte de faire ce travail parce qu'on va se mobiliser pour faire une pétition. C'est déjà un début de conscience. Parce que tout ce que nous avons connu comme génocide au Congo, la communauté internationale s'est organisée pour faire un oubli là-dessus. Vous le savez, Léopold est mort en brûlant toutes les archives. Et il a dit, personne ne saura ce que j'ai fait dans le Congo. Mais les archives sont des archives. Elles peuvent manquer en Belgique, mais peuvent être ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais finir par là. Je suis venu vous dire que les violences dans une société ont des fonctions qui peuvent vous amener à une léthargie, à une paralysie, comme nous la connaissons aujourd'hui, à une sorte d'impuissance, à une incapacité de s'organiser, à une incapacité d'être solidaire. Et
cette incapacité va plus loin parce que vous laissez même la gestion de votre société à autrui. On le voit au Congo. On fait un budget, on dit Banque mondiale, FMI, voyez un peu, alors que ces institutions sont des institutions d'une violence structurelle incroyable. N'est-ce pas, une prise en charge budgétaire pour l'éducation nationale, il n'y aura pas de prise en charge budgétaire pour les soins médicaux, il n'y aura pas de prise en charge budgétaire pour le transport, alors que ce sont les services de base qui constituent même l'existence de l'État. Ça signifie que le Congo a abandonné à autrui, que ce soit les bras technocratiques de la mondialisation, que sont la Banque mondiale, le FMI, l'OMC, qui nous imposent des règles pour libéraliser une société congolaise où nous n'avons rien, c'est-à-dire qu'ils veulent tout prendre. Donc nous pouvons continuer à vivre à ce niveau-là, ou alors nous pouvons prendre ces violences, dire que voilà, face à ces violences, nous allons nous constituer comme peuple, comme identité, c'est-à-dire les gens qui connaissent leurs problèmes, qui connaissent les solutions et qui se mettent ensemble, qui œuvrent ensemble au niveau des organisations, que ce soit des organisations de partis politiques, que ce soit des organisations de la société civile, mais qui se mettent ensemble, parce que quand les gens se mettent ensemble, ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 2, mais c'est 1 plus 2 est égal à incommensurable. Ça signifie que les gens mettent ensemble non seulement leur carnet d'adresse, leurs moyens financiers et émotionnels, mais ils mettent aussi toutes leurs visions ensemble. Je crois que c'est par là que je vais finir pour dire qu'autant du sang, oui, 6,9 millions de morts, oui, ce sont les nôtres. Nous en faisons ce que nous voulons, c'est-à-dire construire un imaginaire de vigilance, construire un peuple vigilant, un peuple qui prend son destin en main, qui devient sujet de l'histoire. Je vous remercie. Les violences, les tueries, les massacres et les génocides créent des comportements extrêmes. D'un côté, il y a ces sentiments de dépuissantisation et de l'autre, cet imaginaire des combats et des survies. Aussi, je passe la parole à M. Oswald Bafiyé-Mbaka. L'ampleur des crimes que le peuple congolais a connus dans les différents épisodes des conflits armés dans notre pays, en allant de 1996 jusqu'à nos jours, fait que normalement, les Congolais d'abord et toute la communauté internationale ne devaient pas rester indifférents face à ce qui se commet dans notre pays. Nous allons faire une petite étude, nous allons essayer de voir en ce qui concerne l'ampleur du crime, et essayer de faire une étude comparative entre les différents États qui ont eu la chance d'avoir un tribunal pénal international et nous, les Congolais, que représentent les crimes en République démocratique du Congo. Nous allons d'abord en ex-Yougoslavie. Le conflit en ex-Yougoslavie n'a fait, je ne dirais pas n'a fait que, mais il a fait 400 000 morts. En Sierra Leone, nous en avons eu 200 000. Au Rwanda, nous en avons eu 800 000. Et au Liban, le Liban qui a un tribunal pénal spécial aujourd'hui, il n'en a eu que 7. Le Premier ministre qui a été assassiné avec 6 de ses collaborateurs. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, les chiffres sont divergents, mais nous prenons la moyenne qui nous vient d'une source sûre, qui est l'IRC, qui parle de 5,4 millions de morts. Alors, si j'avais un tableau ici, nous allons faire une étude arithmétique, mais je vous en dispense. Si nous devions faire une comparaison, nous allons nous apercevoir qu'en ce qui concerne le conflit Congo en ex-Yougoslavie, cela représente 6,25% de taux, alors qu'au Rwanda, nous avons 12,5%. En Sierra Leone, nous avons 3,125%. Au Liban, nous avons 0,001%. Et en République démocratique du Congo, nous avons 78,1%. Cela signifie que si on devait seulement s'en tenir à l'ampleur au nombre de morts dans un conflit armé, la République démocratique du Congo serait en droit d'être la première à obtenir une juridiction pénale internationale à son compte.
Donc sur ces points-là, nous pensons qu'il y a encore une certaine injustice. La deuxième raison qui devrait normalement qui nous pousse à militer pour l'institution d'un tribunal pénal international, c'est l'opportunité. Cela signifie que à ce moment où le pays, on dit souvent post-conflit, mais moi je pense qu'il est encore en conflit, le pays est post-conflit, où le gouvernement congolais s'active pour sa reconstruction, on ne devait pas penser que la reconstruction du pays peut s'asseoir sur l'oubli des crimes que l'on connaît. C'est dire que l'opportunité de l'entre guillemets pacification qui se dégage actuellement devait pousser le gouvernement congolais, les acteurs politiques congolais, la société civile et tout le peuple congolais en général à militer pour obtenir justice parce que des crimes, il y en a eu et actuellement personne on ne peut en disconvenir. Alors, ces deux éléments sont les raisons essentielles. Cependant, il s'avère qu'il y a encore des obstacles qui s'opposent à obtenir une juridiction pénale internationale pour la République démocratique du Congo. Et comme obstacle, nous avons d'abord souligné la problématique de la conciliation entre la paix et la guerre. Vous savez que dans tout État post-conflit, il s'est toujours dégagé ces débats entre privilégier la paix au détriment de la justice ou engager les mécanismes de lutter contre l'impunité au risque de raviver les conflits armés dans l'état post-conflit. Alors, à ce sujet, il y a les idéalistes, il y a deux tendances qui s'opposent. Il y a les idéalistes qui pensent qu'il faudrait à tout prix, là où les crimes de guerre, les crimes internationaux ont été commis, qu'il y ait qu'il y ait justice. Alors que les réalistes pensent qu'il faudrait d'abord chercher à asseoir la paix à tout prix, c'est-à-dire même au prix du sang, il faudrait asseoir la paix. Alors, les obstacles, à côté des obstacles de la problématique entre la conciliation entre la paix et la guerre, il y a les facteurs financiers, c'est-à-dire l'érection d'une juridiction pénale internationale pour la République démocratique du Congo exige un coût. Et nous tous, nous savons comment est-ce que la communauté internationale a engagé beaucoup de fonds, d'abord pour les élections. Il y a eu, on parle de 400 millions de dollars qui ont été engagés pour les élections. Mais actuellement, nous pensons que la communauté internationale est un peu réticente à engager des fonds pour financer une juridiction pénale internationale pour la République démocratique du Congo. Alors, ces facteurs de finances, de coût d'une juridiction pénale internationale constituent un obstacle pour l'érection d'un tribunal pénal international pour la RDC. À côté de cet élément, nous avons également, nous pouvons parler de la volonté politique, l'absence de volonté politique. C'est-à-dire qu'après les élections, nous avons une classe politique qui s'affaire à s'enrichir au détriment, au nom d'une reconstruction nationale et d'une restructuration des tissus économiques, en oubliant que nous avons, il a à son passif un conflit armé qui a fait des victimes et des victimes qui demandent réparation. C'est-à-dire qu'actuellement, nous ne sentons pas une certaine volonté politique dans la classe politique qui nous dirige. Et cela se justifie bien, parce que autant dans l'opposition comme dans la majorité, nous avons des ex-belligérants qui sont des potentiels poursuivables devant ces juridictions internationales une fois que cela a été créé. Donc, d'où la volonté politique se comprend directement. Alors, un autre grand obstacle, c'est l'indifférence de la communauté internationale. Le précédent intervenant venait de le dire, la communauté internationale, à côté, si on devait voir ce qui s'est fait au Rwanda et en Israël, nous sentons que là-bas, ils en font beaucoup de bruit, mais la communauté internationale reste vraiment insensible au conflit congolais, à part peut-être avec la visite d'Hillary Clinton et certains États comme le Canada qui aujourd'hui commencent de plus en plus à vouloir savoir ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Mais au fond, la communauté internationale est
totalement indifférente, en commençant par les Nations Unies. Il y a eu des bonnes intentions qui ont été remarquées par-ci, par-là, dans des déclarations, mais cela ne reste que des déclarations. Et aujourd'hui, nous ne pensons pas obtenir une juridiction pénale internationale. Alors, avec les quelques minutes qui me restent, je suppose, je vais essayer de dire que, en ce qui concerne les hypothèses juridiques institutionnelles qu'il faudrait pour obtenir une juridiction pénale internationale, nous ne pouvons nous inspirer que du passé, parce que les conflits, ça n'a pas commencé aujourd'hui, les crimes internationaux. Il y a d'autres États comme nous qui ont été victimes des conflits internationaux et leurs conflits au moins ont été réprimés. Mais par quels moyens? Nous avons eu avec l'ex-Yougoslavie et le Rwanda l'érection des tribunaux pénaux internationaux. Un tribunal pénal international, je n'ai pas assez de temps pour aller dans le fond, mais c'est une juridiction internationale chargée de réprimer des crimes internationaux commis dans un État donné. Et ce n'est qu'une juridiction qui est sous la supervision totale des Nations Unies, et qui reçoit des subventions des Nations Unies et qui est gérée par les Nations Unies. Différemment à ce que l'on a créé pour la Sierra Leone, où nous avons rencontré des juridictions mixtes, où il y a l'intervention de la justice nationale qui collabore avec une justice internationale pour réprimer les crimes internationaux. À côté de cela, il y a l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre forme de juridiction a des avantages et des inconvénients. Je vous remercie. Merci Oswald Befouye Mbaka. Votre nom est très long. Merci, mais à la décharge de la communauté internationale, il faut reconnaître que cette communauté internationale, certains pays du moins, est la seule qui s'est appropriée cette affaire de mort de la RDC. Elle au moins en parle, mais les Congolais eux-mêmes en parlent à peine. Sans plus tarder, nous passons la parole à Jonas Tchombela, qui est de la nouvelle société civile. Cette nouvelle société civile qui a initié une pétition pour réclamer un tribunal pénal international pour les crimes commis en République démocratique du Congo. Jonas, où est-ce qu'on en est? Je ne vais pas plonger sur la guerre de chiffres. Ce matin, les deux auteurs belges qui parlent de 183 000 morts au lieu de 5 000 morts m'ont écrit ce matin. C'est un large document. Je ne pouvais pas l'imprimer ce matin parce que je devais venir ici. J'ai ce document. Je crois qu'on va s'organiser avec des amis de la presse pour qu'ils voient comment on peut les mettre à la disposition du grand public, pour qu'on apprécie comment nous sommes manipulés et à quel niveau. Et ces chiffres ont été trop vite remis en question par l'URC. C'était vraiment un sanglant démenti pour ses amis belges. Vous verrez aussi qu'à côté de ses amis belges, il y a aussi les Canadiens qui sont impliqués dans la guerre de chiffres. Ils disent que c'est exagéré. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons une seule source qui est reconnue d'ailleurs par le témoignage des autres. Et parlant de témoignage des autres, vous verrez qu'il y a Mme Hilary qui est passée ici, qui l'a reconnu publiquement, à part le journal qui a publié cela. Elle est passée ici chez nous, elle l'a reconnu publiquement. Et en reconnaissant cela publiquement, elle nous a jeté une part de responsabilité. Il appartient aux Congolais eux-mêmes de réclamer la justice. Il y a le rabbin en Grande-Bretagne. Le 24 avril dernier, nous, on lançait la pétition dans cette salle. Le 23, la veille, le rabbin nous a envoyé la lettre. Elle est ici avec moi. Je crois qu'elle est déjà même diffusée. Elle est connue par tout le monde. Vous pouvez la récupérer. J'ai une copie avec moi ici. Ils reconnaissent le chiffre. Il y a le génocide international qui dit que le pays, notre pays, le Congo, est un pays dont les massacres sont en cours. Nous sommes au premier plan, les pays alignés, comme étant un pays où les massacres sont en cours. Donc, tel que nous sommes en cette conférence, certains de nos frères et sœurs sont en train de tomber. C'est un pays, ils tombent. À chaque minute, il y a toujours un Congolais qui tombe. C'est le génocide international qui nous a appuyés en plus dans notre démarche pour réclamer cette pétition, pour réclamer ce tribunal dans notre pays. Il y a, à part ses amis, il y a Mme Hilary, il y a
les Belges qui remettent en question, ils attendent les résultats de cette rencontre. Je crois que le débat peut s'élargir ailleurs. Donc, je ne vais pas plonger sur la guerre des chiffres. En France, en Belgique, aux États-Unis, un seul enfant qui est perdu où la maman par mégarde a laissé l'enfant à cause de la route, toute la nation est alertée. Toute la nation est alertée. En Belgique, aux États-Unis, partout dans le monde là, un seul enfant, une seule personne, c'est toute la nation. Et un gouvernement peut même tomber. À cause parce que quelqu'un a été moins vigilant, il n'a pas bien protéger l'enfant, et tout le monde bouge à cause d'un individu. Qu'il parle de 183 000 morts, les Belges, qu'il parle de 5,4 millions de morts, de 6,9 millions de morts, ce qui est vrai, il y a eu massacre dans notre pays. Il y a eu massacre dans notre pays. Alors, comme il y a eu massacre dans notre pays, je crois que mon collègue à gauche vient de le dire, on a observé pendant un certain temps, parce que vous risquez de dire pourquoi la nouvelle société civile s'active actuellement pour que cette question revienne sur la place publique. Mais oui, mais parce que c'est une question qui ne concerne que les Congolais. J'étais tout triste, et c'est ici l'occasion de le dire, de rencontrer un politicien qui m'a rencontré, qui me dit, mais écoutez, cette histoire-là, vous risquez de vous créer des problèmes parce que, moi je dis, il ne faut pas aller jusque-là, il y a des crimes qui ont été commis parce qu'on veut justifier telle autre position. Moi je lui dis, mais écoutez, si il était par hasard, si c'était vous qui étiez tombé et que nous sommes là, tranquille, on ne réclame pas la justice pour vous, qu'est-ce que vous pouvez penser? Et il me dira, mais écoutez, mon cher frère, il s'agit des intérêts politiques. Il m'a dit comme ça. Je tais son nom par respect. Je lui dis, ça se crache encore sur le monde. Vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Comment, dans une société, cette démarche de la nouvelle société civile n'a rien à voir avec les partis politiques, sa tribu, sa région, mais c'est un problème de la nation. Le grand frère Emma vient de le dire. Les génocides, le massacre dans un pays peuvent nous servir de force pour relancer notre lutte vers la liberté de l'homme congolais. Mais là, la question était difficile. Qu'est-ce qu'on constate parmi les causes qui nous poussent à ramasser toutes ces morts? Il y a d'abord cette question de nos richesses. C'est ici que nous, on parle du complot de la communauté internationale et des multinationales, surtout anglo-saxons, sur notre pays. Il y a ce complot qui est monté contre le Congo. Il y a ce risque de balkaniser ce pays un jour qui est toujours en marche. Vous savez, quand ils sont venus, depuis toutes ces guerres qui sont passées, quand ils arrivaient, beaucoup d'armées ont été sur notre territoire. Il y a le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, Angola, Namibie, Zimbabwe, et tout ce que vous savez, Tchad, des mercenaires, tout ce monde ont été dans notre pays. Mais quand ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vidaient d'abord le stock qu'ils trouvaient sur place. Ceux qui sont ici à Kinshasa savent qu'il y avait des cargos ici à Ndili qui transportaient des véhicules de Kinshasa vers le Rwanda. Ce n'est pas un secret. Et après tout cela, ils s'organisent dans une deuxième stratégie pour commencer à exploiter. Et cette exploitation illégale s'organise avec nos acteurs politiques. Avec nos acteurs politiques, aussi avec des chefs militaires. Avec des chefs militaires. Ils s'organisent cette exploitation illégale de richesses du Congo. Et pendant ce temps, toute personne qui osera ouvrir sa petite bouche, comme c'est la jungle, on lui supprime la vie. On lui supprime la vie. Et ils ont continué à travailler comme ça. Et dans les rapports des experts des Nations Unies de 2001, je crois que 2002, quand vous lirez intégralement, finalement je l'ai lu, ces rapports vous donnent nommément des gens ici au Congo qui sont devenus actionnaires dans des entreprises pratiquement illégales et qui exploitent nos richesses au détriment des citoyens ordinaires que vous êtes, que je suis. Et tout cela, mis ensemble, a fait que, à la nouvelle société civile, on a réfléchi avant qu'on puisse lancer cette pétition. Nous avons dit que nous étions là victimes d'un complot international
qu'il y a une justice à double vitesse. Les obstacles que le collègue venait d'évoquer tout à l'heure, mais écoutez, parlant de finances, mais écoute, les Congolais que vous êtes tentés d'observer, qui sont tombés, les 5,4 millions de morts, il y a même un expatrié qui m'a dit, mais c'est vous-même qui avez financé cette guerre. C'est vous-même qui avez accepté l'exploitation illégale de vos richesses et le revenu de cette exploitation refinance la même guerre et ça continue. Et quand bien même toutes ces armées se sont retirées, ils ont laissé des réseaux qui continuent d'opérer sur notre territoire. Et tout le monde connaît ces réseaux. Quand vous lirez les rapports de Global Witness, quand vous lirez les rapports de Amnesty International, tout ce monde sont en train de décrire toutes ces histoires dans notre pays. Mais aucun parti politique ne se lève. Mais ils vont diriger qui? Même les confessions religieuses. Alors nous avons failli dire, mais est-ce que ce qui est en train de se passer dans notre pays, c'est un complot en complicité avec les Congolais? Il nous faut encore combien de morts pour que nous puissions agir? Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont tombés. Mais demain, qui vous dit que ça ne sera pas vous, ça ne sera pas moi? Et dans une société où tout se laisse faire de cette manière-là, nous estimons que c'est une société où l'impunité est la stratégie de gestion. Et c'est le cas du Congo, notre pays. Personne n'inquiète personne, tout le monde peut entrer, exploiter, répartir de la même manière. En toute impunité, on peut tuer. Qui n'a pas vu dans notre pays ici des expatriés, les Libanais, les Pakistanais, qui, quand vous les touchez à une seule minute, 2 minutes après, il y a toujours un général qui va surgir quelque part. Au lieu de protéger la population, on s'occupe à protéger les expatriés parce qu'il y a des intérêts individuels. Conséquence de cette situation de confusion et d'injustice de la communauté internationale, nous avons maintenant aujourd'hui 5,4 millions de morts. 2, il y a des nouveaux riches. Il y a des nouveaux riches dans notre société. Il y a des gens qui se sont enrichis sans cause, on ne sait même pas quelle magie, brutalement ils sont devenus aussi si riches. Et personne ne s'inquiète, ne pose la question. Qui peut aujourd'hui faire une étude comparative quand ils sont entrés et ce qu'ils ont maintenant? Et ça, c'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Et une société comme celle-là, c'est une société injuste. Il y a des crimes économiques qui sont commis sur notre territoire. Je crois, M. Freddy venait de l'époque tout à l'heure, là, quand il parlait du coltan du sang, je crois que c'est dans les documentaires qui passent sur les téléphones du sang. Mais c'est encore un expatrié qui s'active autour de cela pour tracer comment le coltan est exploité et ceux qui exploitent. Autre conséquence, nos frères et sœurs sont devenus des esclaves dans leur propre pays. Le FDLR, le LRA, ils forcent nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays aux travaux forcés dans les mines. Et les résultats de ces travaux financent leur propre mort. Et on va crier. Et qui ne voit pas tout cela? Cette démarche de la communauté internationale en défaveur du peuple congolais, si le Congolais lui-même ne se lève pas, personne d'autre ne le fera. J'ai rencontré un expatrié en plus, j'étais leur service pour... et qui m'a dit ceci, mon cher ami, dans cette démarche que vous êtes en train d'entreprendre avec vos camarades dans la lutte contre l'impunité en réclamant un tel tribunal, je pense que vous êtes bien pour faire la politique que de réclamer de telles revendications pour votre société. Parce que ce ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Pourquoi? Moi, je dis, mais pourquoi vous dites que ça ne sera pas possible? Et lui de me dire, mais parce que on ne sent pas les Congolais eux-mêmes s'engager sur cette voie-là. Vous verrez ce qu'ils déclarent et ce qu'ils font, c'est en contradiction. Et de cette manière-là, vous ne pouvez pas obtenir la justice. Nous avons dit non, nous sommes sur la voie de l'éveil de la conscience nationale. Et c'est sur cette voie-là que le Congolais comprendra les bien fondés de notre démarche. La pétition, nous ne l'avons pas initiée et
Les gens qui ont tué dans ce pays, le collègue l'a dit, ils sont dans le pouvoir, ils sont dans les partis politiques, ils sont partout, en dehors comme à l'intérieur de notre pays. Ils sont là. Ce sont des obstacles, nous sommes conscients. Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Nous sommes arrivés depuis, je crois que c'est pas ce matin, hier, à 11 930 personnes qui ont déjà signé notre pétition. Alors, qu'est-ce que ces gens? Il y a des rapports qui nous viennent régulièrement. Ils disent que, mais écoutez, lorsque vous allez signer, on va vous arrêter. L'article 27 de notre Constitution nous donne ce droit. Nous donne ce droit de signer la pétition. Et personne ne peut être inquiété pour avoir signé cette pétition. Nous avons compris, ça vient de ceux qui ont tué. Ils veulent décourager les Congolais. La peur de ne pas signer, c'est ça le problème. La peur de ne pas signer. Pourquoi vous ne voulez pas signer? Parce qu'on va vous arrêter. Parce qu'on va vous tuer. Mais si on vous tue aujourd'hui, la lutte que nous sommes en train de mener, elle est une lutte pour qu'on ne tue plus jamais. Pour que personne ne puisse tuer impunément comme ça et qu'ils ne soient pas inquiétés. Ils sont là, ils sont connus. Voilà une bonne occasion que le peuple doit se lever et réclamer sa propre justice. N'attendez pas qu'elle ne soit réclamée par les rabbins, qu'elle ne soit réclamée par Hilary, que nous-mêmes on réclame cette justice. Et de cette justice-là viendra le développement de ce pays. Je vous remercie. Merci Jonas pour ton exposé. Il ne faut pas oublier, a dit Jonas, la mémoire collective doit chaque fois penser à tous ces morts qui ont émaillé l'histoire de la République démocratique du Congo, a-t-il dit. Le dernier exposé, ce sera avec le professeur Philippe Biyoya. Avec lui, on va voir si toutes les conditions sont réunies pour que finalement il y ait un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Je voudrais vous inviter à une sorte de pédagogie qui doit être suffisamment claire pour éviter l'amalgame. Sinon, dans un travail de plaidoyer, dans un travail de lobbying, vous risquez finalement de ne pas en fait avoir de résultats. Pourquoi? Parce que je vous dis, d'abord, ça c'est mes conseils. Et le conseil, je le fais à la société civile, certainement, qui mène l'ouvrage. Il faut éviter, dans la présentation de la plaidoirie, d'éviter de faire peur à certains et de donner l'impression que le tribunal il va être obtenu au détriment de certaines personnes. Et si ces personnes sont au pouvoir, vous pouvez être sûr que nous allons au-devant d'une autre guerre et que cette guerre fera que nous ne l'obtiendrons pas à l'intérieur et que la communauté internationale ne viendra pas à notre secours. Je voudrais que vous sachiez que la demande, la résolution pour que le Congo ait un tribunal spécial a été en fait discutée au dialogue intercongolais à Sun City. J'étais là. Parmi les 32 résolutions, si vous le revisitez très bien, les 32 résolutions du dialogue intercongolais, il y avait une résolution en rapport avec un tribunal spécial. Pourquoi a-t-on demandé un tribunal spécial? C'est parce que lorsqu'on est allé discuter du statut de Rome, j'étais en ce moment-là conseiller de politique étrangère au ministère des Affaires étrangères. J'avais le dossier en main. Mais moi, je ne suis pas allé parce qu'il y a des amis qui pensaient qu'ils étaient des juristes, c'était la question du juriste. C'est avec des Congolais que l'on a obtenu que les enquêtes de la Cour pénale internationale ne concernent pas certaines périodes de crise parce que nous étions là à Rome quand on a discuté du statut de Rome. C'est donc avec le consentement des Congolais qui avaient déjà été belligérants parce qu'il y avait déjà des guerres, il y avait déjà la fameuse histoire de poursuite, la pression que la communauté internationale faisait sur notre gouvernement à cause des massacres de Hutus. Alors c'était l'occasion peut-être pour nous. Il y avait déjà des guerres civiles, il y avait la guerre civile angolaise qui s'est déroulée sur notre territoire. Nous avions, pour ceux d'entre nous qui avaient un peu la culture politique ou politiste, nous avions pensé que c'était l'occasion d'obtenir que la Cour pénale internationale élargisse sa compétence jusqu'à juger même, en fait,
de la validité d'une guerre civile. Parce que vous ne pouvez pas condamner des crimes d'une guerre en fait, qui n'est pas en fait, qualifié par le droit et sur laquelle guerre ou le conflit, le droit ne dégage pas en fait, je ne sais pas comment il faut appeler ça, n'indique pas en fait les infractions ou n'identifie les incriminations. Malheureusement, on a dit non, non. Alors aujourd'hui, je pense que la première des choses, la première condition pour qu'on obtienne une justice qui soit d'abord réparatrice et qui soit refondatrice, eh bien, il faut d'abord que l'État existe, que l'autorité de l'État soit suffisante, qu'il soit effective. Parce que le pouvoir de juger, le pouvoir de faire des arbitrages, c'est un pouvoir qui est conféré à un léviathan, à un homme plus fort que nous tous, qui a dans le droit, le privilège que nous lui donnons, la capacité de, à la fois de nous interpeller et aussi de nous protéger en nous interpellant, en nous jugeant. Un État faible, un État sans autorité, ben, la justice, ce n'est pas la société civile qui va faire la justice, ça sera la justice populaire, la justice de la rue. Alors, en ce moment-là, je crois que ça sera perçu par les autres comme un danger. Du dialogue intercongolais, je crois que parmi les résolutions, il y avait cette résolution de restaurer l'autorité administrative de l'État. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je crois que les conditions de cette restauration effective de l'autorité de l'État ne sont pas là. Pourquoi? Mais parce que vous savez que nous avons d'abord un gouvernement dans une constitution qui se veut en fait refondatrice de l'espoir, un gouvernement de coalition. Et que parmi certains ténors de ce gouvernement de coalition, il y a des gens qui sont concernés par les guerres avec l'économie des crimes que nous identifions. Je ne vais pas vous impressionner, mais je vais vous dire deux choses, parce que ici, le débat politique chez nous, il est très susceptible. Quand vous voulez dire une chose, on dit « il soutient tel, il soutient tel ». Vous serez peut-être étonné demain d'apprendre que nous sommes dans une situation où l'État ne peut pas fonctionner. Vous serez étonné demain d'apprendre que maintenant, ce sont des ministres qui préparent des motions qui vont passer au Parlement contre le gouvernement. Des ministres qui se sont réunis le week-end pour écrire une question orale contre le gouvernement, avec pour préoccupation une motion de censure, cette fois de la majorité. Pourquoi? Parce que les partages de pouvoir au dernier remaniement étaient en faveur des deux partis, PPRD et PALU, parce que... Alors, vous voyez, vous avez là des gens qui sont au gouvernement, qui en fait ils font du chantage au chef même de l'État et qui voudraient obtenir une république gérée selon leurs ambitions ou leurs humeurs. Mais où trouvez-vous la place pour la justice? Donc, ça signifie quoi? C'est que même les motions qui sont présentées par l'opposition ne viennent pas de l'opposition, sont des motions instrumentalisées par les... Alors, vous voyez, on est dans un moment très difficile et il faut agir avec beaucoup de délicatesse, mais ça ne désoblige pas qu'on demande la justice. Je crois que c'est le moment, effectivement, de demander d'abord quoi? De demander d'abord que ces pays reconnaissent la place centrale de la justice dans un processus de consolidation de la paix. Et que cette place centrale de la justice dans la consolidation de la paix, eh bien, ça demande la mise en place ou l'érection d'un état de droit. L'état de droit ne pose pas seulement la séparation de pouvoir, mais l'état de droit veut que chaque pouvoir soit pleinement souverain. Or, jusqu'ici, il me semble que le pouvoir judiciaire, en fait, est le dernier de tout le pouvoir et qui n'a même pas de droit, qui existe mais qui n'est pas souverain. Alors, c'est aussi cet effort, parce que nous n'obtiendrons pas une justice sans que l'appareil judiciaire fonctionne. C'était déjà pour moi une mauvaise chose que nous ayons pensé que la Cour pénale internationale pouvait jouer au rôle de substitut à la carence de notre propre justice à l'intérieur. Parce que la Cour pénale internationale n'oblige aucun État au monde à lui envoyer ses ressortissants pour qu'ils soient jugés pour des crimes dont ils seraient rendus coupables, même si ces crimes ont été commis par les nôtres à l'étranger. Il existe à la Cour, dans le statut de Rome, une clause de protection des citoyens. Et vous savez que les États-Unis d'Amérique,
qui ont été avec nous à Rome dans la négociation du traité, n'ont pas ratifié ce traité, qui sont signataires. Ils ont refusé qu'un soldat américain, qu'un sujet américain fasse l'objet de poursuites par la Cour pénale internationale, où que ce soit dans le monde. Les États-Unis. Mais ce sont les États-Unis qui décident, avec la Chine, avec la Russie, qui n'ont pas ratifié, ces trois pays-là n'ont pas ratifié le statut de Rome. Mais ce sont eux qui décident qu'on lance des mandats d'arrêt au président Béchir, alors qu'eux, ils refusent d'adhérer à ça pour que leurs sujets ne soient pas en fait transportés là-bas. Donc il n'y a rien qui nous oblige. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous devons savoir que la justice fait partie de ce qu'on appelle les attributs de notre souveraineté. Nous n'avons donc pas à lésiner avec ça. Nous n'avons pas à brader ça nous-mêmes. Si la communauté internationale jusque-là ne nous suit pas, la communauté internationale était avec nous à Sun City. C'est la communauté internationale qui nous demandait que, en fait, à présent que nous avions fait le dialogue, que nous allions faire la réconciliation nationale et que nous allions en fait réapprendre à vivre ensemble, il fallait que nous réparions. Pourquoi ça? Parce que la justice est le fondement de toute société. Toute société qu'on appelle société. Parce que la société, ce n'est pas en fait une situation des hommes qui se sont trouvés par hasard sur une terre. Ça signifie en fait un contrat, une convention. Ça signifie un pacte. C'est que les gens ont décidé d'être ensemble. Thomas Paine définit la société comme ce qui conjugue nos affections. C'est quelque chose qui permet que nos sentiments, nos émotions que nous éprouvons là soient positivés. Donc c'est un cadre. Mais la guerre civile, quand il y a guerre civile, la guerre civile casse la société. La guerre civile empêche que nous soyons des frères. Nous devenons des ennemis. On ne peut pas reprendre la vie ensemble en société si nous n'avons pas, en fait, nous ne sommes pas redevenus des frères. C'est là ça l'importance de la réconciliation. La réconciliation, c'est-à-dire on reconstruit ce qu'on appelle en anglais les relationships. On reconstruit la relation fraternelle. Il faut d'abord que nous fraternisions avant de nous donner des gouvernements. Parce que si nous ne sommes pas réconciliés, nous ne sommes pas en fait réconciliés, la réconciliation veut dire quoi? La réconciliation veut dire qu'on sache pourquoi tel a-t-il décidé de prendre un moment des armes, pourquoi a-t-il décidé en fait de s'en prendre à la collectivité, pourquoi a-t-il déchiré le tissu social? Parce qu'il a fait des victimes. Les victimes ont besoin de savoir. Et lorsque les victimes savent pourquoi en fait ils ont été victimes des atrocités, ils peuvent pardonner. C'est alors que justice peuvent aller ensemble avec la vérité, comme vous l'avez vu en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait la vérité et réconciliation parce qu'il fondait les bases d'une nouvelle société. Nous, ici, les swings, là, ont refusé que notre commission de la réconciliation fonctionne. Pourquoi? Parce que pour nous, on veut à chaque fois utiliser les mécanismes de réconciliation en fait, pour régler des comptes. C'est pourquoi j'ai mis en garde, faisons un plaidoyer qui soit au profit de la société, qui va restaurer les équilibres normaux de la société. Les guerres civiles ont perverti aussi la fonction du gouvernement. D'après Thomas Paine, toujours, le gouvernement, ça sert à quoi? Le gouvernement a été inventé parce que tout homme est pervers. C'est pour régir contre la perversité humaine. L'on ne peut pas faire absolument confiance à un homme. Il n'y a aucun homme qui soit saint à 100%. Nous sommes aussi bien des assassins, des criminels, en toutes choses, dans la tête d'un chacun de nous. Donc on a besoin d'un appareil qui réprime nos vices. Or, comme vous venez de le constater, tout ce qu'on a dit ici, nous n'avons pas un gouvernement qui réprime les vices. Nous avons plutôt des appareils, en fait, qui font même l'éloge du crime, des vices. Alors, c'est que nous ne sommes pas dans des instances d'espérer d'obtenir une véritable justice. Troisième élément qui doit faire que nous soutenions ce plaidoyer, c'est l'évocation qu'on a faite en fait, de l'indifférence par Oswald, l'indifférence de la communauté internationale. Les massacres, les crimes au Congo depuis Léopold II ont toujours laissé l'humanité tout entière l'indifférence. Lisez les livres de Oswald, l'Holocauste oublié. Il commence par ça. Il se demande pourquoi tout ce qui arrive de mauvais dans ce pays, ça laisse la communauté internationale, l'humanité tout entière indifférente. Et je crois que là, ça doit nous interpeller nous-mêmes. Nous avons donc un travail à faire suivant une double dimension. Il y a une double dimension interne. Une dimension d'abord interne. La dimension interne, ça doit nous amener vers la constitution d'abord d'une société humaine. Parce que jusqu'ici, les Congolais, nous sommes Congolais simplement parce que nous sommes situés sur un territoire. Ce n'est pas ça.
On n'est pas Congolais parce qu'il y a des Libanais qui sont aussi sur nous. Il faut un acte d'appropriation par nous des 2 345 km². Nous n'avons jamais fait ça. Nous sommes Congolais parce que les Belges nous ont parqués. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes même pas capables en fait, d'assumer la nation. Et souvent, dans notre politique, on va transparaître nos tribus, nos régions. C'est parce que nous n'avons pas encore fait un pacte. Et nous ne nous faisons pas confiance. J'ai retenu une chose, c'est que les conférenciers ont retracé de manière historique la provenance, l'origine de ce massacre. Ils ont même parlé de pape qui aurait envoyé à une certaine époque donnée les rois de Belge et les autres à venir piller, tuer les Congolais parce que pour le pape, les Congolais étaient des païens. Ça, c'est un aspect. Et cet aspect historique persiste jusqu'aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors moi, ce que j'ai retenu en ce qui concerne la vocation de cette conférence, de réclamer l'instauration dans ce pays d'un tribunal pénal international, je me suis dit que ce serait alors à ce moment-là brader la souveraineté du pays. Parce que la justice revient de plein droit à la souveraineté du pays. Qu'il s'agisse d'un crime qui vient d'être qualifié par la communauté internationale des crimes internationaux, c'est ça. Mais c'est faux, parce que les crimes sont toujours crimes. Du moment qu'ils sont commis en tant que crimes, ils doivent être jugés par un tribunal du pays, par la justice du pays. Mais si les conférences telles qu'ils viennent de l'approuver, que notre pays n'est pas structuré, n'a pas la capacité de juger, moi ça m'étonne énormément. Parce que le Congo n'existe pas aujourd'hui. Le Congo n'a pas été né en 1997. Le Congo existe. Et il y avait des lois qui réprimaient les crimes, alors qu'à ce moment-là, la Cour pénale internationale n'existait pas. De 1960 jusqu'à 1997, n'est-ce pas? Il y avait des tribunaux qui condamnaient des crimes. Mais avec les droits de l'homme, avec la nouvelle formule de la démocratie, il n'y a pas... Dieu lui-même était formel. Qui tue par l'épée doit périr par l'épée. Et qui va le faire périr? Ce n'est pas un autre pays, c'est le pays dans lequel le crime a été commis. Ça fait beaucoup d'années que les Congolais semblent oublier. Et il n'y a que les Occidentaux qui nous rappellent un peu de nos morts. Or, des actions pareilles, si ça s'est multiplié, et il devrait y avoir aussi un lobbying extérieur pour essayer d'appuyer ce que fait déjà la nouvelle société civile, je crois que c'est une bonne chose. Et je les encourage et je demande aux autres Congolais de venir signer cette pétition parce qu'elle est très fondamentale et capitale pour notre avenir et l'avenir de ce pays. Nous avons entendu des exposés d'une facture incontestable. Des philosophes ont parlé, des juristes ont parlé, des politologues ont parlé. Que faire? Oui, c'est une réaction. Quand on a très mal, on doit se plaindre, on doit pleurer. Et ces pleurs se manifestent par cet appel à la communauté internationale. Nous accusons la communauté internationale, nous lui disons, écoutez, c'est vous qui êtes à la base de nos misères, mais nous vous demandons d'ériger pour nous un tribunal. C'est vrai, on comprend ça, c'est sous l'effet de la douleur. Mais au-delà de la douleur, la réflexion impose que notre sens des responsabilités nous amène à nous dire organisons-nous pour que nous-mêmes d'abord nous ne soyons pas responsables de ce qui nous arrive. Parce que les exposés nous l'ont démontré. Nous avons une grosse part de responsabilités. Et nous aimerions aussi comprendre que la RDC, notre pays, c'est notre patrie et les Congolais devront travailler, surtout la classe dirigeante, pour que le Congolais, le peuple congolais, se sente bien dans ce pays. N'est-ce pas, les Latins avaient dit « Ubi bene, ibi patria ». Là où on est bien, c'est là où c'est la patrie. En fait, ce n'est pas le matérialisme, c'est une façon de dire tout simplement que le Congolais ne va s'attacher à sa patrie que si il a conscience que sa patrie le défend, le protège, lui permet de gagner par son travail sa vie correctement. Puisque c'est dans mon village où on avait enterré les femmes vivantes. Alors je suis pour, même si on peut faire ça aujourd'hui, je suis derrière la nouvelle société civile. Tout ce qu'on a dit là-bas, on dit que les Congolais n'ont pas d'identité, ça c'est vrai. Puisque l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais. S'il y a eu des guerres ici et s'il y en a encore, ce sont les Congolais qui sont à la base. Un étranger ne peut pas quitter son pays pour venir tuer ici. Il utilise les Congolais. Un Congolais qui n'a pas d'identité. Un Congolais qui trahit les Congolais. Un Congolais qui trahit les Congos.
Donc moi je suis pour. Puisque je suis congolaise, tous les gens qu'on est en train de tuer, ce sont les Congolais, ce sont mes frères. Pas le frère du sang, mais les frères congolais. Moi, je suis pour ça. Ce n'est pas puisqu'on a enterré les femmes vivantes dans mon village. Non, c'est puisqu'on tue les Congolais. Congo,